Bien, Monsieur le Président, Madame la modératrice, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux, moi, de traiter ce sujet avec vous ce matin sur l'auto-entraînement et j'ai deux liens d'intérêt à déclarer, qui est d'être co-concepteur de la plateforme AudioGym, qui est une plateforme d'entraînement auditif pour les patients à Paris avec Jérôme André, et co-concepteur de la plateforme MECA, qui est une plateforme destinée aux patients implantés avec Jérôme André et le professeur Christophe Vincent. Et ce lien, il a un intérêt, c'est d'avoir une expérience pratique, un peu plus de 25 000 séances d'entraînement qui ont été faites par des patients. Mais je suis très attentif au fait d'avoir une grande indépendance et de sortir de cette expérience spécifique. Et j'ai passé pas mal de temps pour cette présentation en discutant avec différents concepteurs et conceptrices, utilisateurs et actrices d'autres plateformes. Et je pense que c'est intéressant parce que ça amène des expériences différentes, on a des façons de procéder différentes. Et je voudrais remercier spécifiquement Monsieur Ludovic Delacour, qui est concepteur de la plateforme Earfit, avec qui on a beaucoup échangé. Je le remercie pour les données qu'il a pu me communiquer. J'en présenterai d'ailleurs certaines pour illustrer. Et je voudrais remercier mon confrère et ami Jean Gutleben, qui, je pense, est l'audioprothésiste qui maîtrise le mieux, qui connaît le mieux les données concernant l'entraînement auditif et qui en plus a l'expérience d'utiliser différentes plateformes depuis très longtemps. Et je vous conseille d'aller relire d'ailleurs un papier qu'il avait fait dans les cahiers de l'audition avec David Collin en 2020, c'était le numéro 1, où il traitait déjà de l'entraînement auditif appliqué à l'audioprothèse. Alors, Arnaud Coës le disait tout à l'heure, quand on regarde un petit peu la recherche et la littérature aujourd'hui, il y a eu en fait beaucoup de revues de littérature, il y a plus de 10 méta-analyses depuis 2005 sur l'auto-entraînement des patients malentendants. Les conclusions, elles sont que les résultats sont très hétérogènes effectivement et que les niveaux de preuve sont souvent insuffisants au regard des valeurs scientifiques. Mais quand on regarde les conclusions de ces études, elles soulignent quand même des bénéfices indiscutables, variables selon les modalités d'entraînement et de recueil, sur les capacités auditives, c'est ce qui a entraîné, sur les capacités cognitives, sur des avantages sociaux et émotionnels, et aussi ce qui est intéressant, parce que c'est mesuré objectivement par l'IRM, par l'électrophysiologie, où il y a des constats d'adaptation neuronale en termes de réorganisation centrale, corticale, qui ont pu être mises en avant. J'ai pris quelques exemples rapidement. Cette étude, je la trouve intéressante, c'est l'étude d'Anderson de 2022. D'abord, c'est récent. Il y a un peu plus de 301 sujets qui sont intégrés dans une étude qui est randomisée, qui est en double aveugle. En fait, ils ont regardé avant et après l'entraînement qui avait duré 3 semaines. Un entraînement auditif. Ils ont montré à la fois l'amélioration, là c'était sur des éléments temporels du signal. Ce qui est intéressant, et ce qu'on retrouve dans d'autres éléments de littérature, c'est qu'en fait, l'amélioration des compétences, des performances, elle est sur ce qui a été testé, c'est-à-dire les fréquences où ils ont fait cet entraînement, mais elle s'étend même, cette amélioration, à d'autres fréquences qui n'ont pas été testées. Et c'est retrouvé dans d'autres éléments de littérature. En faisant travailler certains éléments spécifiques auditifs, on performe aussi d'autres éléments qui n'ont pas été mis dans la situation de l'entraînement. Et parmi les éléments de cette étude, il y a un élément aussi qui est intéressant, qui est le fait que l'amélioration des capacités liées à l'entraînement, elle peut se faire à tout âge, même chez la personne adulte, même chez la personne âgée. Et il y a 2 travaux que je vous présente, celui d'Alcantara de 2022, qui a l'intérêt d'être une mesure objective. En fait, il a analysé les réponses des potentiels évoqués corticaux avant et après un entraînement auditif chez des personnes âgées de 65 à 80 ans. Et pour aller à l'essentiel, il montre qu'il y a une réorganisation corticale possible liée à l'entraînement, même chez ces sujets adultes ou âgés. Et on retrouve le même constat sur des effets, cette fois-ci, à long terme. C'est ce qui a été fait dans le travail de Murer, où ils ont regardé l'effet de l'entraînement auditif et s'il perdurait 10 à 13 mois, avec 11 mois en moyenne, après la fin de l'entraînement auditif. Et ils ont montré aussi, là, par des mesures d'IRM, que l'effet de l'entraînement auditif, il pouvait induire des effets, des changements qui étaient encore valables, on en reparlera à long terme, et qui étaient profitables en situation d'écoute compétitive, c'est-à-dire en milieu bruyant. Alors, si on regarde pour aller sur les points importants, c'est qu'à court terme, en fait, contrairement parfois à des idées reçues, on sait qu'il n'y a pas de délai fixe. On peut pas dire c'est 15 jours ou c'est 3 semaines ou c'est 1 mois. On peut pas dire c'est 8 séances ou 22 séances. Les études montrent des résultats cohérents, mais qui peuvent varier selon les modalités des entraînements et surtout du mesure du bénéfice. En tout cas, ce qui est certain et ce qui est retrouvé partout, c'est qu'il faut pas un long temps pour commencer à avoir des effets positifs d'un entraînement et il faut pas des dizaines et des dizaines de séances.
C'est pour ça, d'ailleurs, dans les protocoles, il y a des choses qui disent on va faire 5 ou 10 séances ou un peu plus de séances. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des effets positifs rapidement, quelques semaines après le début des premières séances. Et vous le voyez sur cette diapositive, il y a des différences. Vous voyez, ces 2 patients, j'ai pris 2 patients âgés. Ben, vous voyez, c'est des performances, plus on est en haut, 9 c'est excellent, 10 étant le maximum, 0 c'est des patients qui sont en performance nulle. Et bien vous voyez, la rapidité en quelques séances, ça va très vite. Et là, il y a des modalités de compréhension, d'attention et de mémoire qui sont traitées spécifiquement. Ben, vous voyez, cette patiente, Francine, elle est allée très vite, elle a performé très rapidement, elle a amélioré ses performances. Ici, le patient, il a amélioré de manière plus progressive, il a fallu plus de séances, plus de temps, et avec des différences entre les différentes modalités de test. Et c'est repris, c'est un travail que m'a donné Ludovic Delacour sur le mémoire qu'avait fait Christophe Nemetz il y a un peu plus de 6 ans, où ils avaient regardé justement sur une cohorte assez importante, 71 patients appareillés avec un groupe contrôle, et ils ont regardé rapidement, c'est-à-dire au bout de 10 séances d'entraînement, l'amélioration dans le calme et dans le bruit au niveau de la compréhension chez ces patients. Et ils montrent que l'amélioration, elle est significative, elle est importante, aussi bien dans le calme et surtout dans le bruit, chez ces patients qui ont bénéficié de 10 entraînements auditifs. C'est un travail qui avait été fait il y a quelques années aussi et supervisé par Jérôme André et le professeur Christophe Vincent, qui avait porté sur un protocole très strict, 8 semaines avec 3 séances par semaine. Donc les patients avaient fait 24 séances d'entraînement sur une plateforme. Et il y avait une étude qui avait été faite chez 62 patients implantés cochléaires, par le docteur Guillaume Loret, et auprès de 57 patients appareillés par une étudiante en audioprothèse, Perrine Rivet, et qui avait testé avant et après cette période d'entraînement de 2 mois, en faisant un test dans le bruit, profil auditif pour Guillaume Loret, le VRB pour Perrine Rivet, et dans les 2 cas, ils avaient montré une amélioration de 4,8 décibels et de 1,94 décibels, en tout cas une amélioration de compréhension dans le bruit significative après 2 mois d'entraînement. Ce qui est intéressant, et que je trouve très intéressant, parce que c'est aussi parfois discordant avec l'image qu'on peut avoir, c'est que les progrès qu'on fait grâce à ces plateformes d'entraînement, ils peuvent se faire quel que soit le niveau initial. Et ils peuvent se faire à n'importe quel moment, on en discutait, on échangeait avec des utilisateurs de plateformes ces jours-ci. On a tous aussi évolué, c'est-à-dire qu'au début on disait on va attendre 2 mois, 3 mois après l'appareillage, certains attendaient 6 mois pour dire je vais attendre déjà qu'ils soient habitués. En fait on a complètement évolué aujourd'hui, on propose aux patients d'utiliser les plateformes d'entraînement dès la mise à l'essai d'un appareillage. Et des patients qui sont appareillés depuis 10 ans, qui ont des résultats, qui peuvent plafonner. On va pas hésiter, même si ça fait 10 ans qu'ils sont appareillés, à leur proposer au décours du suivi de le faire. Et regardez, c'est des résultats que moi je trouve très très pertinents, qui ont été présentés au WCA il y a quelques semaines. C'est l'amélioration liée à l'entraînement auditif en fonction du score initial. À gauche, c'était des gens qui étaient très peu performants. Et voilà, ça, quelqu'un qui était déjà à 8, c'est quelqu'un qui était déjà très performant. Sur la diagonale, vous voyez les patients, que ce soit ceux qui étaient très peu performants, ou moyennement performants, ou très performants, tous les patients ont profité de l'entraînement en améliorant leur performance. Et c'est la même chose chez les patients implantés cochléaires. Il y avait 180 patients appareillés, il y avait 42 patients implantés cochléaires. Mais vous voyez, quel que soit le score initial, on voit les améliorations, il n'y a pas d'effet plafond lié à ça. Et il y a même des alertes qui peuvent être données si un patient d'un seul coup dégradé son niveau de performance quand il fait. Il y a même des alertes qui peuvent être adressées aux professionnels. Ce qu'il faut, c'est aussi une leçon, et on partage tous cet avis-là dans les gens qui utilisent des plateformes. Faut pas se décourager. On a des patients, vous voyez, j'ai pris l'exemple, c'est une patiente de 83 ans qui était appareillée, qui a une surdité moyenne du groupe 2, il y a que son audiométrie tonale qui figure ici. On va dire une situation classique, avec une performance assez mauvaise. Vous voyez, une patiente qui était même très très peu performante, et malgré le fait qu'elle fasse des séances, eh ben ça plafonnait un peu. Il n'y a pas eu de changement de réglage, l'amélioration elle est que par la succession des entraînements. Et ben on a vu progressivement, et c'était d'ailleurs corrélé avec l'impression clinique, avec les questionnaires qu'on pouvait faire et l'avis subjectif de la patiente, et ben on a vu, et de son entourage, et ben on a vu des résultats s'améliorer progressivement de manière importante. Il a fallu du temps. C'est pas parce que les résultats restent mauvais pendant un certain temps, on a l'impression que l'effet de l'entraînement est négatif. Et ben faut pas penser nécessairement ça, il faut parfois au contraire accentuer encore les conditions d'entraînement. Et pour terminer, les effets à long terme aussi, parce que c'est intéressant, c'est de se dire quand on fait un entraînement, on voit bien qu'il y a des effets à court terme potentiels, mais est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que 6 mois, 8 mois, 1 an après, l'effet il est toujours présent? Ben, c'est assez aléatoire.
Il y a des relatifs maintiens, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se maintiennent. C'est bien d'avoir fait l'entraînement et on garde le bénéfice. Ça peut aussi rechuter, se redégrader. On perd un peu ce bénéfice-là. Il y a des grandes différences selon les travaux, mais on voit pas mal à 10 mois, 12 mois, 15 mois, une performance qui s'était améliorée grâce à l'entraînement et puis qui se redégrade un petit peu. C'est beaucoup lié aussi aux situations sonores du patient. Un patient qui a une vie sociale, qui est très stimulé, il maintient souvent une performance. Un patient qui a fait l'entraînement, mais qui est peu stimulé, il sort 2 fois, 3 fois par semaine. Donc, il a peu de situations où il fait travailler naturellement cette situation de compréhension dans le bruit. Il a arrêté son entraînement il y a déjà longtemps. Ben, on voit des performances qui se dégradent. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on refait de l'entraînement à ce moment-là, chez un patient, à n'importe quel moment, parce que le bénéfice est en train de s'estomper, et ben non seulement le réentraînement il va servir, mais surtout le réapprentissage il est plus rapide. Il faut peu de séances pour que la personne performe à nouveau. Et je vous présente pour l'illustrer un autre travail qui est le mémoire de Léa Antiga, qui est très intéressant, que m'a communiqué Ludovic Delacour, qui montre chez des patients qui ont été utilisateurs d'une plateforme d'entraînement auditif les effets, mais à long terme. C'est-à-dire que c'est des patients qui sont suivis depuis longtemps, donc c'est des cohortes, c'est des données qui sont intéressantes. On voit qu'il y a une amélioration sur le gras, vous voyez ici, on voit qu'il y a une amélioration immédiate importante avec des durées de 5 ou 10 séances d'entraînement auditif. Et puis, il y a un effet qui va un petit peu s'estomper quand on va être, vous voyez, par exemple, à 1 an, un peu plus d'1 an de post-entraînement. Mais il suffit de refaire un petit peu d'entraînement et immédiatement, le patient peut améliorer. Et les performances finales, même lorsque c'est un peu dégradé ou finales après de l'entraînement, elles sont très supérieures aux performances antérieures à l'entraînement auditif. Voilà, donc pour eux, conclure, vraiment, c'est le message que je voulais faire passer, c'est par expérience, par partage d'expérience avec des gens utilisateurs de plateformes, les outils qui sont proposés sont très utiles pour les patients appareillés. Il y en a en fait assez peu, parce que pour l'instant, c'est des choses qui sont en train de venir dans le monde de l'audioprothèse. C'est aussi un élément, on l'a pas évoqué, qui est favorable au port et à l'observance des appareils auditifs. Patient qui se décourage un petit peu, eh ben on va essayer d'insister pour qu'il porte davantage ses appareils, pour qu'il les remette quand il les mettait plus. On va l'accompagner d'entraînement auditif. Il y en a ces expériences positives. Et c'est aussi pour nous une chance des audioprothésistes, qu'on a la chance de voir régulièrement nos patients dans le cadre du suivi prothétique. Quand on fait le suivi prothétique, mais quand on fait le suivi prothétique, on voit régulièrement les patients et c'est toujours des situations qui nous permettent de reconsidérer l'évolution du patient et de reproposer ou d'analyser les conditions potentielles d'un entraînement auditif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Christian pour cette présentation. On avait une petite question à savoir de nous partager ta pratique. Est-ce que tu proposes d'une manière systématique ou régulière ou seulement à des profils de patients l'entraînement auditif? Comment tu l'as intégré à la lueur de ton expérience? Comment tu l'as intégré dans ta pratique courante? C'est surtout, c'est une expérience partagée avec des équipes. On a tous évolué, c'est-à-dire qu'on le proposait aux gens qui étaient un peu en difficulté, qui disaient c'est bien, je porte mes appareils, mais c'est pas top, dans le bruit je plafonne, etc. Et on avait l'impression qu'on était en maximum de réglage, on voyait pas ce qu'on pouvait proposer d'autre. Et on a tous évolué, on discutait avec d'autres confrères, d'autres consoeurs, on a tous évolué. Nous, on le propose maintenant en systématique chez tous les patients adultes, dès la mise à l'essai d'un appareillage ou au cours du suivi prothétique, parce que c'est ce qu'on a montré au WSA avec le Christophe Vincent, c'est qu'en fait, on était surpris de ça. Des gens qui étaient, par exemple, déjà très performants. Ils ont des VRB à 4, à 5 avec appareil, ils ont des performances qui paraissent satisfaisantes. Ils disent qu'il y a quand même des situations où c'est difficile, et ben, eux-mêmes peuvent profiter. Donc, moi, j'ai plus de valeur où, en fait, je propose pas d'entraînement. Je pense que ça peut potentiellement servir tous les patients adultes. Et une autre petite question, si tu veux bien, comment dire, pour ceux qui souhaiteraient du coup l'intégrer dans leur pratique quotidienne avec cette régularité, quelles difficultés éventuelles ou quelle vigilance à avoir en termes, je sais pas, de motivation des patients, enfin. Franchement, je pense que c'est la motivation de l'audioprothésiste, quoi. Moi, j'ai la chance, on est 20 personnes, j'ai des audios dans notre équipe, on s'est emparé de ça tout de suite. Moi, j'ai beaucoup de gens qui se sont inscrits, qui en faisaient, parce que je pense que j'étais tellement convaincu, j'étais convaincant avec les patients. Et j'ai des audios qui disent, bah ouais, mais c'est un peu, il a pas d'ordinateur à la maison, ou il saura pas s'en servir, ou c'est compliqué, etc. À partir du moment où on l'a mis dans le parcours patient, qu'on en parle maintenant systématique. Moi, chaque fois que je vois un patient en contrôle, chaque fois qu'un patient s'agit, vous allez bien, oui, vous faites de l'entraînement ou pas?
Ah bah non, je vous ai pas parlé de l'entraînement, il faut que je vous en parle. Sachez qu'il y a une solution potentielle. Et s'ils font de l'entraînement, je me connecte aux résultats, je regarde et je dis c'est super, vous avez fait tant de séances, vous êtes là, c'est bien, vous en faites plus depuis 4 mois, mais ça va bien. Vous savez que vous pourrez en refaire un jour et tout ça. En fait, je pense qu'il faut qu'on l'intègre dans notre parcours patient, quoi. Il faut, à partir du moment où c'est fait, pour moi c'est aussi important que mon data logging, quoi. Je regarde et s'il fait de l'entraînement et je regarde son data logging en parallèle. Merci Christian pour ces précisions.